Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous accompagner en ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Nous allons aborder dans cette émission une notion phare du bouddhisme et quelquefois mal comprise, celle de la nature de Bouddha, le potentiel inhérent à chaque être d'atteindre l'état de Bouddha. Il s'agit d'un potentiel inconditionné, illimité et éternel. Cette nature de Bouddha qui fait naître de nombreuses qualités appelle la vigilance. Elle est à renouveler instant après instant. En s'y appliquant, une habitude sera prise qui imprégnera le courant de notre être. Alors qu'en est-il plus précisément de cette nature de Bouddha? Quelles qualités fait-elle émerger? Quelles pratiques peuvent nous aider à l'atteindre? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invité, Marc de Smet. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez découvert le bouddhisme zen en 1972. Vous avez été l'élève, l'éditeur et l'ami, je précise car vous y tenez, de Maître Tesen Deshimaru. Vous êtes aujourd'hui écrivain et éditeur. Vous avez publié de nombreux essais, dont chez Albin Michel, L'éloge du silence, Une journée, une vie, Chevaucher le vent ou encore Les racines de la méditation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Marc de Smet, qu'est-ce qu'on entend par nature de Bouddha? Alors, c'est un concept qui est en effet clé et qui, dans la première formulation sanscrite, veut dire qu'il y a un embryon de Bouddha en nous, et d'autres textes et enseignements parlent d'une graine qui est en nous, d'un germe, et qui donc peut devenir une plante qui donne des fleurs et des fruits. Et tout ça est en effet complètement en nous dès notre naissance, pourrait-on dire. Donc vous l'avez dit, tous les êtres ont cette nature de Bouddha, mais comment est-ce qu'on peut justifier qu'elle est dans tous les êtres? Est-ce qu'il y a des images, par exemple, que vous pourriez nous donner pour qu'on comprenne bien? Dans tous les êtres, par exemple, il y a une formule une question qui est posée à Maître Joshu par un de ses élèves, et il désigne un chien, ça aurait pu être un chat, et il lui dit est-ce que cet animal a la nature de Bouddha? Et le maître répond mou. Et alors, je trouve que ça a été très, très mal traduit par beaucoup de commentateurs qui disent mou, c'est non, c'est négatif. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que mou, ça veut dire rien. Et dans le bouddhisme et en Orient en général, le rien, c'est aussi le tout. Il y a, suivant les écoles, 19 sortes de vide, 19 sortes de 22, enfin, etc. Le rien, c'est une plénitude. Donc en fait, ça rejoint aussi la vacuité d'une certaine manière. Oui, mais si vous voulez, ce que ça veut dire, cette réponse-là, en fait, je veux dire que cette question, en fait, n'a pas d'importance. Ouais. Tout, quelque part, tout ce qui est vivant, tout ce qui fait partie du vivant fait partie, en quelque sorte, de l'énergie bouddhique comme de l'énergie divine pour d'autres religions, etc., etc. C'est un flux cosmique, pourrait-on dire. Alors oui, on peut même le ressentir, par exemple, au contact de la nature ou en faisant du sport, en faisant du jogging. Il y a une sensation de plénitude, par exemple, dans la nature qui peut faire écho à notre être. Oui, sans arrêt. Et d'ailleurs, quand on marche dans la nature, on s'aperçoit bien que si on est perdu noyé dans nos pensées, il est clair qu'on ne voit pas la nature et que dès qu'on revient à notre promenade, à la marche, à notre respiration, etc., la plénitude de la nature, le chant des oiseaux, etc., reviennent en nous et nous ressourcent profondément. Donc c'est ça, c'est une histoire vraiment de conscience de l'ici et maintenant, de là où on est et de comment on n'est pas pollué par d'autres choses que la vie elle-même. Alors justement, cette pollution, il y a différentes images aussi qui peuvent l'illustrer. Il y a l'image du nuage, il y a l'image du verre d'eau. Racontez-nous un petit peu comment on peut se figurer cette pollution qui envahit notre esprit. Oui, il y a la fameuse histoire de la montagne que serait la méditation et qui est recouverte par les nuages, qui sont nos propres pensées, nos propres conflits, nos propres difficultés, nos problématiques, nos fantasmes, nos pollutions, qu'elles soient internes ou externes, et le ciel bleu qui est derrière. Et c'est une des bonnes images de la nature de Bouddha, c'est que c'est le ciel bleu qui est derrière. Et qu'en quelque sorte, la méditation, et en particulier la respiration, mais nous y reviendrons, aide à pousser en quelque sorte les nuages et aide à nettoyer en quelque sorte ce ciel bleu. Il y a d'autres images qui présentent le diamant dans sa gangue qu'il faut tailler en quelque sorte pour trouver son éclat. D'autres images encore qui parlent d'un miroir dans lequel tout se reflète. Mais évidemment, si le miroir est sale,
terni, rien ne se reflète. Voilà, donc il y a tout un corpus comme ça d'images autour de la nature de Bouddha qui est assez intéressant et qui prouve qu'il y a à l'intérieur de nous une sorte de, je dirais, de lumière originelle et de sagesse fondamentale qu'il s'agit de retrouver sans cesse. Alors justement, quand on a la chance de la retrouver, ça se travaille, on verra effectivement plus tard, il y a 3 qualités qui émergent, c'est la vacuité, la luminosité et la compassion infinie. Est-ce qu'on peut revenir sur chacune d'entre elles? Commençons par justement la vacuité. La vacuité, c'est clair qu'il faut savoir faire le vide en soi. On est tout le temps plein d'un tas de choses. Si on ne fait pas le vide en soi, on déborde sans arrêt. La fameuse histoire du maître qui verse du thé à un disciple, la tasse déborde, et il dit « Ah, arrêtez !» Il dit « Oui, mais ton esprit est comme ça, tu es tous sans arrêt en train de déborder. » Bon. Il y a une belle formulation aussi dans le zen qui dit qu'il faut aller de vide en phénomène ou de non-pensée en pensée et de pensée en non-pensée. C'est très très fort tout ça. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement de la pensée et de la préoccupation, etc. On est aussi fait d'états de contemplation et de clarté et qu'il faut savoir passer de l'un à l'autre. Et le fait de savoir passer de l'un à l'autre permet de développer une très très belle formulation du zen qui dit qu'il faut savoir aussi penser du très fond de la non-pensée. Oui, c'est ça, et savoir faire un petit peu un pas de côté, quelquefois. Un pas de côté, exactement, qui est un vieux concept oriental, c'est-à-dire pas être uniquement dans cette espèce de problématique en mouvement insensé qui fait qu'on n'est jamais présent. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la luminosité? Alors, la luminosité, il y avait Maître Dogen au XIIe siècle qui disait que les Bouddhas sont ceux qui savent illuminer leurs illusions, c'est-à-dire tous les phénomènes qui les habitent. Et pour ça, en effet, la méditation est très très forte. Et il suffit de voir, et moi je suis toujours frappé par ça parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des méditations en groupe, de voir la différence des visages avant et après la méditation. Avant, on arrive avec le visage un peu comme un peu crispé, un peu crispé, etc. Et après, il y a une vraie lumière, même la peau irradie quelque chose. On sait nettoyer en quelque sorte de ces illusions, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et donc, en effet, on retrouve quelque chose de clair en soi. Et on a nettoyé aussi son esprit parce qu'il y a une sorte de comment dire, de nettoyage par le vide, disait Maître Deshimaru, qui est tout à fait efficace. Et alors, passons à la dernière qualité, et non des moindres, cette compassion infinie, Marc de Smet. À quoi est-ce qu'elle renvoie? Alors, la compassion infinie renvoie évidemment à la bienveillance. Bouddha disait, quand je me mets en état de méditation, j'emprunte mon être et mon visage. Il disait d'ailleurs, mon visage et mon être, de bienveillance envers tout ce qui existe, animé ou inanimé. Voilà, donc c'est une formule aussi clé. Ça veut dire qu'il faut être... il y a une très belle formule aussi qui dit que nous avons la nature de Bouddha en nous comme l'eau qui est la glace et vice-versa. C'est-à-dire que cette nature de Bouddha qui est en nous, elle est aussi en chacun de nous. Et donc la compassion, il faut savoir... La bienveillance, il faut savoir reconnaître en chaque être humain et en chaque être existant et en chaque être... en chaque chose, pourrait-on dire, une grande grâce, pourrait-on dire. Alors, Marc de Smet, le problème, c'est qu'en fait, cet état de Bouddha n'est pas toujours présent en nous. Et comme vous le disiez, ça se travaille au quotidien, d'instant en instant. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Donnez-nous des pistes. La méditation est vraiment une des pistes. Donc la respiration. La respiration en particulier, puisque la grande clé de toute méditation réussie, c'est la conscience de la respiration. On respire de 17 000 à 20 000, 20 et quelques mille fois par jour, de manière totalement inconsciente. Il s'agit de revenir à la conscience de la respiration le plus souvent possible. Et ça marche très bien. Bouddha disait d'ailleurs, quand j'inspire, je sais que j'inspire, plus ou moins longtemps, à chaque fois je sais, et quand j'expire, je sais que j'expire. Et il y a quelque chose de très très fort, je trouve, dans le zen en particulier. Donc dans la pratique de Zazen? Et dans la pratique de Zazen, qui est cette expiration très très profonde qui arrive dans le hara, dans le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie, c'est-à-dire dans l'abdomen, absolument sous le nombril. Ça nous permet d'aller vraiment au fond d'une expiration très très profonde et de laisser venir l'inspiration de manière très naturelle. Et c'est très
très, très bénéfique et ça ressource profondément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience, une respiration qui est duplicable. Ça, c'est passionnant parce qu'on peut l'appliquer effectivement n'importe quand dans notre vie quotidienne. Vous êtes dans le métro, vous pouvez l'appliquer. C'est ça l'histoire, c'est de trouver comment, en quelque sorte, la méditation peut être quelque chose de constant. C'est pas uniquement une histoire qu'on pratique chez soi ou dans un dojo, etc. C'est une méditation active, en fait. Alors, Marc de Smet, vous avez un exercice intéressant à nous livrer, que vous avez découvert et qui peut nous aider à retrouver justement cette nature de Bouddha. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a une cinquantaine d'années, quand journaliste stressé et en vacances. J'ai découvert un professeur de yoga, Van Lisbeth, très connu à l'époque, et qui dit, qui narrait l'expérience d'un médecin qui s'était guéri en regardant vagir un bébé qui avait des problèmes respiratoires graves. Et il voyait le bébé vagir avec son ventre de manière très très souple et émettre des voyelles. Et il s'est mis à émettre des voyelles, chacune d'entre elles 3 fois, A, E, I, O, U, jusqu'au bout du souffle. Et il s'est rendu compte que ça lui faisait un bien incroyable. Et moi, jeune journaliste stressé, qui était en vacances, mais complètement radio, puisqu'à l'époque je travaillais en radio, je ne pensais qu'à ça, etc., je me suis mis à émettre ces voyelles et ça a été comme une sorte de douche bénéfique. Et tout d'un coup, en effet, j'ai vu quelque chose de clair en moi. Enfin, j'ai retrouvé la clarté de l'esprit que je n'avais plus, puisque je tournais en rond, avec mes histoires, mes préoccupations, et mes ci et mes là. Voilà. Et chacune de ces voyelles a en plus un effet différent. Par exemple, le A est grave, vraiment travaille avec la gorge, le crâne, etc. Le E est un peu plus bas, est très tonique. Le I est très gai, très lumineux. Mais alors, donnez-nous juste un exemple pour conclure cette émission. Par exemple, avec le O. Par exemple, avec le O est magnifique parce qu'il est probablement très profondément abdominal. Vous allez jusqu'au bout du haut et vous arrivez là, au fond de l'abdomen dont on parlait tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, si vous faites un petit M musée, vous arrivez à cette fameuse syllabe Om, qui est la syllabe sanscrite sacrée, mais qui est employée aussi dans le bouddhisme. J'ai vu, par exemple, au Japon, le Dalai Lama, un jour, faire dans un temple un Om d'une longueur inouïe, avec une longueur de respiration fabuleuse, qui vous prenait complètement au trip, il n'y a pas d'autre mot. Alors, montrez-nous. Oui, on peut prendre, par exemple, la voyelle O qui va jusqu'au fond du souffle. Et terminé par le petit M musée. Merci infiniment, Marc de Smet. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de nous quitter, et si vous souhaitez approfondir cette réflexion, voici quelques pistes de lecture. Avec tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Initiation au bouddhisme, d'Alain Groret, publié chez Albin Michel. L'auteur présente ici les notions clés qui structurent les enseignements du Bouddha, expose les différentes méthodes issues de cette tradition et examine les passerelles entre bouddhisme, philosophie, religion, psychothérapie et sciences cognitives. Un parcours croisé qui permet de mieux comprendre l'apport significatif du bouddhisme aujourd'hui. Deshimaru, Histoire vécue avec un maître zen, de Michel Beauvais, aux éditions Le Relier. Fort de son intimité avec ce maître zen, Michel Beauvais nous raconte des histoires surprenantes, pleines d'humour et de force, qui montrent la richesse de la philosophie, pratique et intégrée à la vie quotidienne, de celui qu'on a présenté comme le premier patriarche zen en Europe. Et enfin, Méditer au quotidien, petit cahier d'exercice de notre invité Marc de Smet, publié aux éditions Jouvence. Comme nous l'avons vu, l'acte de méditer est un véritable état d'esprit, un art de vivre, une nouvelle façon d'exister au quotidien et de vivre en pleine conscience l'instant présent. Pour nous y aider, ce petit cahier permet de retrouver le calme, de vivre des moments de méditation à toute heure dans le cadre de nos activités. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.